Aujourd'hui, c'est une conférence qui sort de l'ordinaire, puisque ce sera pour Mouloud Feraoun, un grand écrivain, le plus grand écrivain francophone de son époque. J'aimerais bien vous lire un poème qui a été écrit par l'association Feferka, en kabyle, en berbère. نقرس أثدرت نتيزي هيفل أثين نحمل أمثط نسكود ميم العمر يقبل سوين تقولي مهبال سدرع دو سفود ثما زيرتي تشاتشي نجل تلليت وقد عجل دقماس يجدي أنا قنفود أقلاغ نتوا بهدل ثقمات ورتسواقال كل شغل رعبوض إني دمل ميثملل ورنطف المحلال أرديكر فرعون المولود. C'est un poème qui m'est parvenu d'Akbou, un poème aussi en berbère. Il a été écrit par monsieur Melkhoud. Il a été écrit en 83. En berbère, il disait: خرضن إذا من ذواكال فنعاش سولين كذا ساون أما غفون تيزيهي فال يتجاد كوان ولاون تغريس ديما السوال سكفكوفة ميسافن إفردان ما تشيون الجراك تظفر فريد توضض الميدا سوان غفو ذميك الحياة تغليد روبلاس ذويض تواغورن اسمي سلان سلخبار ذا جديد ألا حال ديالي واس إذ غزيف ما تشي ذكرا ثاسامي الشرك ثغواس الجزائر ثوختيثا ثرقيت يورقان اللواس منوان ذقي من ذا فالنغض لميذ الموت لعمرت ترفض ذي فسن ثيراك السلام تفسوت درصاص ندهب ورنقن الطاس يتحمل التامورت إذا منيت في كذا ستن أما المرنان والنار تبضض يوحرين الزمان يسقوش ليك مرا وصغار ثكاثر ند في غفلان تقزمض ذوال أما مهير ولا ون الباطل إخوان ولا ما تيطرك تزر ولا ون ما زالت كرض أوليك أورتن صدقير ذا زدقان أورتن صفض ثير قزاف لك توغار فين تنادي تنور المولود ميسنو مغفون كتموسني ذا مركانتي يحصص وين يدي تنولفون أم كي عفسن ثيل اللي أميكي كاتن تتسون الغاشينين يضليا ينجر بريدي ثفات يفرن غفلن ينادى شو تزمارت أثمثني سما دوكلن يناك ذا شو تزمارت أثمثني سما دوكلن يناك ذا شو تزمارت أثمثني سما دوكلن هذه يفاغ الحفظ غرغارث نكوني غادي نرزو في غسان داخل النص كان المولود يرجان الصباح يعيو يقار ما تشكا الطاسي بعد في الصح يزرع كل شيء يتفكا ما يقرح الميساد يفرح ثاني ميرت. Pour faire cette conférence, mesdames et messieurs, nous vous avons choisi, pas n'importe qui, des invités de marque, des invités de prestige et des invités qui connaissaient Mouloud Feraoun et qui connaissaient les œuvres de Mouloud Feraoun. Je vous demanderai d'accueillir le sociologue, M. Ahsan Zahraoui. Je vous demanderai aussi d'accueillir bien comme il faut son élève universitaire, poète du même village, Ramadan Mansour. Aussi, quelqu'un qui le connaissait très bien, que vous connaissez tous d'ailleurs, qui est réalisateur à TF1,
Je vous demanderai d'accueillir Monsieur Abder Esker. Pour nous rapprocher de près, Anzar al-Mouloud Firaoun, il est ministre. Pour aller tout près de la famille de Mouloud Firaoun, je vous demanderai d'accueillir son petit-fils, le journaliste Sami Abtroun. La première parole à notre sociologue Hassan Zahraoui. Merci Mohamed Azzoul Flaoun, monsieur le khair, et puis bonjour à toutes et à tous. C'est une tâche un peu difficile qui m'est choix là de commencer, de lancer le débat sur Mouloud Firaoun, qui est un écrivain que l'on, à mon avis, un peu oublié par rapport aux autres écrivains de sa génération. On parle beaucoup, et on a parlé de Kateb Yassine, qui est un très grand écrivain, qui a été un très grand écrivain, de Mouloud Mamri, qui a été aussi un très grand écrivain. On parle de Mohamed Dib, qui est aussi un écrivain de sa génération, un grand écrivain. Mais Mouloud Firaoun, paradoxalement, celui qui a donné sa vie à l'Algérie, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même un des paradoxes. C'est un paradoxe que Mouloud Firaoun, qui était un non-violent, soit tué par la violence. C'est un paradoxe que cet homme pacifique soit tombé, et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis, sous les balles de l'OAS. Mouloud Firaoun est né le 8 mars 1913, dans une Algérie donc colonisée. Les premières écoles françaises avaient été créées en 1883. On n'avait qu'à calculer, donc vous allez rapidement voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le moment où Mouloud Firaoun vient au monde et le temps où on avait créé les premières écoles françaises en Algérie. Le destin de Mouloud Firaoun va être exceptionnel et en même temps tragique. Il a la chance, pour son époque, de pouvoir s'inscrire dans l'école française. À l'âge de 7 ans, il entre donc, non pas à Tizi Hibel, son village natal, du côté des Ayet Mahmoud et de Beni Douala, la région de Beni Douala. Il entre à l'âge de 7 ans donc à Taourit Moussa, là où est né et mort aussi un autre héros de la culture amazigh, Matou Blounès. Un peu plus tard, il va à Tizi Ouzou faire donc ses études secondaires. Il est parmi les premiers normaliens et il va devenir instituteur. Mouloud Firaoun devient instituteur en 1935 et il est d'abord nommé dans son village. Quelque temps après, il est à Taourit Moussa. Ensuite, on l'envoie à Fort National. En 1960, Mouloud Firaoun va devenir inspecteur des centres sociaux qu'avait créé l'ethnologue Germain Tillion pour donner un peu de chance aux Algériens par rapport à l'éducation, pour leur donner un minimum de culture, un minimum de savoir, un minimum de connaissances. Il est donc inspecteur des centres sociaux. Et en 1962, et ce n'est pas là encore sans émotion que je le dis, le 15 mars 1962, Mouloud Firaoun est lâchement assassiné. Voilà donc, si vous voulez résumer, mais très brièvement, son petit-fils peut-être parlera davantage des détails de cette vie qui a été extraordinaire. Mouloud Firaoun est donc mort jeune, si l'on tient compte de la longévité actuelle, c'est-à-dire de l'espérance de vie des individus. Il est mort encore en promesse, c'est-à-dire que son œuvre apparaîtra toujours quelque part comme une œuvre inachevée. Mais il a quand même eu le temps de nous livrer un certain nombre de romans, d'essais,
sur la façon dont il voyait sa Kabylie, qui est au centre de toute sa création, mais aussi le monde. Les critiques, toujours prêts à trouver la faille chez un écrivain, un artiste ou autre, bien pensaient que Mouloud Faraoun n'était pas un écrivain suffisamment engagé. Et l'ont rangé dans ce qu'on a appelé à l'époque la littérature ethnographique. C'est un peu péjoratif, littérature ethnographique. C'est-à-dire, ethnographique pourquoi? Parce que Mouloud Faraoun a beaucoup décrit la Kabylie. Il s'est passionnément intéressé à ce monde social, à ce monde culturel, à ce monde politique. Étant le fils du pauvre, Mouloud Faraoun a été vraiment le fils du pauvre. Et il a eu la chance, évidemment, comme je vous le disais, à l'école primaire, de faire des études, même secondaires, et de devenir instituteur. Mais il était fils du pauvre et fils d'un immigrant. Son père a quitté sa Kabylie, son Algérie, en 1910. Il est allé travailler dans les mines de la France, du Pas-de-Calais, du nord de la France. Au fond, Mouloud Faraoun ne se distinguait pas des gens de sa génération, à part le fait qu'il a été amené à exercer un métier fabuleux. Il partageait les mêmes conditions sociales que l'ensemble des gens de sa génération, puisque son père était un paysan sans terre, puisqu'il a migré, il est parti en émigration. Son père a eu donc un destin de migrant qui a apparemment profondément marqué Mouloud Faraoun, puisqu'à travers son œuvre, on voit quand même cette question le préoccuper. Et on est en France, et il y a pas mal de migrants ou issus de l'immigration dans la salle, mais il y a aussi les autres. Donc, évidemment, cette question de la migration n'est pas du tout étrangère à sa biographie personnelle. Le premier roman que publie Mouloud Faraoun, c'est donc Le Fils du pauvre, en 1950, à compte d'auteur. Et par la suite, ce livre va être publié, ce premier roman va être publié, qui est une forme de témoignage où il décrit son apprentissage comme enfant, où il nous narre la situation de l'élève étudiant qu'il était devenu. Ce roman va donc être publié en 1954. Ensuite, dans la foulée, en 1953, il nous livre un roman superbe qui s'appelle La Terre et le sang. Et c'est un des paradoxes et des tragiques de l'histoire que Mouloud Faraoun soit mort précisément au printemps, au moment où le pays était en fleurs, où pour la première fois la terre n'aurait pas eu le goût du sang, puisque c'est en 62 que l'Algérie est devenue indépendante. Il n'a pas eu cette chance de l'avoir. Mais dans La Terre et le sang, Mouloud Faraoun nous décrit une Kabylie déjà misérable, plus que misérable, et c'est une forme d'engagement que de parler déjà de cette façon. Mouloud Faraoun n'était pas une personnalité extravertie, comme diraient les psychanalystes, c'est-à-dire qui s'extériorise beaucoup. C'était un homme discret. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais à travers son œuvre, à travers ce qu'il écrit, à travers ce qu'il dit, je le ressens de cette façon. C'était donc pas un homme qui proclamait son engagement, mais sa façon de s'engager lui est personnelle. Déjà, décrire un monde qui souffre, un monde de misère, un monde de douleur, un monde oublié du monde, si je puis dire. Et c'est une façon de s'engager, parce que ce monde-là, on ne peut pas l'isoler du contexte global de la colonisation et de ses effets. Donc, Mouloud Faraoun, dans La Terre et le sang, s'intéresse aussi à quelque chose de très important, c'est-à-dire la rencontre et le choc des cultures. C'est-à-dire, il voit une Kabylie qui est en mutation, une Kabylie qui connaît l'immigration, qui est confrontée à un certain nombre de changements qu'il commence à déceler. Et dans La Terre et le sang, il campe donc la difficulté de rencontre des cultures, parce que ce n'est pas par hasard qu'il choisit comme symbolique le mariage mixte et Marie. Donc c'était une façon à lui de décrire des univers mentaux, des univers culturels différents. Je ne vais pas trop tarder parce que je sais qu'il y a les autres intervenants, c'est simplement pour situer la biographie, pardon. Je vais rapidement, parce que c'est surtout la salle qui va et les autres témoignages.
Donc après, Mouloud Faraoun écrit Les chemins qui montent. Vous savez qu'en Kabylie, partout d'où l'on vient, les chemins montent toujours. Et alors, Les chemins qui montent, c'est la suite un peu de La terre et le sang, puisque c'est le fils de Madame, la Française, qui va être le héros principal. Il y a Mouloud Faraoun écrit aussi un roman qui reste inachevé, L'anniversaire, qu'il a commencé donc pendant la guerre, mais qui n'a pas donc été fini. Il s'est intéressé à la poésie de Si Mohand, puisque le premier ouvrage que l'on a en français sur Si Mohand, bien avant l'ouvrage de Mouloud Mabri, c'est celui justement de Mouloud Faraoun. C'est Mouloud Faraoun qui fait un essai sur Si Mohand qui paraît en 1960. Mais il nous montre encore davantage la Kabylie à travers les Jours de Kabylie. Jours de Kabylie qui vont être édités, qui sont édités préalablement en Algérie, mais qui vont être édités au Seuil en 1968. Dans Jours de Kabylie, Mouloud Faraoun fait une peinture extraordinaire du petit peuple kabyle, avec ses problèmes, ses conflits, ses clans, ses marchés. C'est vraiment un superbe tableau ethnologique et sociologique de la Kabylie qui nous fait voir à travers Jours de Kabylie. Et puis Mouloud Faraoun a écrit un journal dans lequel il va témoigner au jour le jour sur cette tragédie qu'il a vécue, qui était en même temps une espérance, la révolution algérienne. Mouloud Faraoun était profondément préoccupé par la guerre. Je vous disais tout à l'heure que c'était un pacifiste. Et donc, en tant que pacifiste, il n'aimait pas trop la violence. Son engagement était inscrit du côté du peuple algérien et ce qu'il écrit le montre très très bien. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il n'a pas été un écrivain suffisamment engagé. N'empêche qu'il souhaitait quand même, quelque part, parce qu'il portait en lui l'idéal de l'école républicaine, qui donc doit donner les chances à tous, qui est le lieu de l'espérance de l'égalité, de l'accès à l'égalité, le passage par lequel on accède donc à la promotion sociale. Je crois que Mouloud Faraoun, et je ne pense pas le trahir en disant cela, croyait profondément aux valeurs de l'égalité et donc aux valeurs de l'école républicaine. Et il souhaitait non pas une confrontation où les deux adversaires s'exterminent, ou en tout cas se neutralisent, etc. Il souhaitait un rapprochement des communautés. Mais était-il possible de rapprocher les communautés quand la colonisation a atteint à ce point la profondeur d'une société, est allée jusqu'à ce déni de l'indigène, celui donc qui est né sur place mais qui a été considéré comme le moins que rien, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'histoire, de culture, décrit dans la littérature coloniale ô combien comme une sorte de barbare imaginaire. Était-il possible dans une société où on exploite, où on domine, où on fait suer le bournous, de parvenir à une possible entente des communautés? Mouloud Faraoun, en tout cas, en avait rêvé. Mais son rêve s'est transformé en tragédie. Mais malgré cela, il reste quand même vivant dans les mémoires pour ce qu'il a apporté. Je reste persuadé que tous ceux qui le liront encore apprendront beaucoup de choses sur cette Kabylie, certes qui date, qu'il nous décrit à une certaine époque, mais qui est d'une certaine époque, mais qui peuvent entrer dans une sorte de logique culturelle, une sorte de représentation du monde et de soi. Et puis son journal et la correspondance avec ses amis, parce qu'il publie aussi correspondance avec ses amis, essentiellement avec Emmanuel Robles, qui a été un de ses grands amis, mais aussi avec Madame Germaine Tillion, qu'il avait engagée dans les centres sociaux qu'elle avait créés. Mais en lisant son journal, en lisant sa correspondance et en lisant son œuvre, on a des documents précieux sur la société d'une époque, le pays d'une époque également, et on a l'histoire du peuple algérien pour l'une des périodes les plus difficiles, et du peuple algérien, à commencer par la Kabylie, qui reste et restera toujours le centre de l'œuvre de Mouloud Faraoun,
qui lui a permis de nous dire tant de choses, à la fois sur l'Algérie, sur la Kabylie qu'il aimait tant, mais aussi sur le monde et les autres. Merci, Monsieur Hassan Zahraoui. Je vois dans la salle et je vous demande de l'applaudir, Monsieur Gendron, conseiller du maire, député maire de Montreuil. Aussi, vous devez applaudir Monsieur Lotis Omar. Il a reçu une lettre des mains de Mouloud Firaoun que Monsieur Ramadan Mansour va essayer de lire quelques passages. Monsieur Lotis. Mouloud Firaoun. N'est-ce pas qu'il était bon et généreux, lui qui souffrait de la misère des autres, lui qui partageait les blessures du peuple, lui qui cultivait la tolérance, lui qui était prêt à mourir pour les autres et qui est mort si stupidement le 15 mars 62 à Albiar, près d'Alger. Il est mort parce que le monde des autres, celui des fanatiques, est intolérant. Le fils du pauvre est né le 8 mars 1913, comme disait Hassan Zahraoui, à Tizi Hevel, modeste village au cœur de la Kabylie, une des régions les plus belles, mais aussi les plus âpres de la Berbérie. Son père, timide jusqu'à l'impolitesse, comme l'écrivait dans Le Fils du pauvre, travaille en France de 1910 à 1928, où il fut victime d'un accident de travail. Sa mère effacée et ses fantastiques tantes, toutes l'entourèrent de toute leur tendresse. Et les épreuves difficiles ont appris à Mouloud qu'un mal sans remède est toujours supportable, car l'habitude le rend facile. En 1920, il entre à l'école primaire de Thawrirt Moussa et commence pour le jeune Fouroulou une exaltante aventure. Enfant studieux, il réussit le certificat d'études primaires en 1925. En 1929, il obtint brillamment le concours des bourses qui lui permet d'entrer au collège de Tizi Ouzou. Il travailla avec acharnement, alors aussi camarades s'éprenaient d'Elvire, lui apprenait le lac, seulement pour avoir une bonne note. En 1932, il est reçu au concours d'entrée à l'école normale de Bouzeréa, où il fait la connaissance d'Emmanuel Robles. Il collabore à la modeste revue de Le Préjean, dirigée par le futur romancier. En 1935, il devient instituteur à Tizi Hevel, son village natal. En 1939, il entame la rédaction de Manarad, le fils du pauvre. En 1944, il termine la rédaction de Manarad. En 1946, il enseigne à Thawrirt Moussa. Son livre Manarad, premier titre du fils du pauvre, a obtenu les encouragements et une subvention de 5 000 francs du jury du Grand Prix littéraire de l'Algérie. En 1950, le fils du pauvre est paru à compte d'auteur, comme disait M. Zahraoui. Il reçoit le Grand Prix littéraire de la ville d'Alger pour le fils du pauvre. Ce livre traduit a obtenu le prix du meilleur livre pour la jeunesse en Allemagne. En 1951, il achève La Terre et le sang. En 1952, il devient directeur des cours complémentaires de Fort National. En 1953, La Terre et le sang est publié et obtient le prix populiste. En 1954, Le Fils du pauvre est réédité, amputé de 70 pages consacrées à l'adolescence de l'auteur. Jour de Kabylie est publié à Alger. En 1955, il entame la rédaction du journal. En 1957, il devient directeur de l'école du Clos Salambier à Alger. Son troisième livre, Les chemins qui montent, est publié. En 1958, décès de son père. En 1960, il rejoint le service des centres sociaux fondé par Germain Tillion, publication des poèmes de Simouhan. Je viens de redire ce qu'a dit M. Zahraoui. En 1962, le journal est publié. 69, lettres à ses amis. 87, le diplôme du mérite à titre posthume lui est décerné. 89, l'anniversaire. Maintenant, on passe à M. Sami Abtroun, son petit-fils. Certainement, il a quelque chose à nous dire au sujet de Mouloud Firaoun. Oui, je voudrais vous dire que je suis né 5 ans après l'assassinat de mon grand-père, donc je ne l'ai pas connu. Ce que je peux vous raconter, je l'ai appris de mon entourage, des grands amoureux aussi de l'œuvre de mon grand-père, parce qu'il y en a, j'en ai rencontré beaucoup en Algérie. Je suis en France depuis 1993 uniquement. Il y a des personnes que j'ai vues qui connaissaient mon grand-père personnellement, des anciens élèves de mon grand-père. Et puis j'ai surtout entendu plein de choses de ma mère, de mon oncle, de ma tante aussi, et de ma grand-mère. Voilà. Alors j'ai réuni toutes ces notes. J'avais encore hier au téléphone ma grand-mère. J'ai réuni toutes ces notes que
Et puis j'en ai fait un texte parce que c'est plus facile pour moi de lire, même si je vous regarde un peu, que de parler sans papier, comme l'a très bien fait mon collègue. Donc j'ai entendu beaucoup de choses. Le 15 mars 62, je rappelle les faits, peut-être qu'on ne les connaît pas trop, des hommes de l'OS entrent dans les centres sociaux de Ben Aknoun. Ils appellent 7 hommes, mais seuls 6 sont présents. Emar, Bassé, Feraoun, Hamouten, Marchand et Daoudia. Alors 7 appelés, il n'y en avait que 6 qui étaient présents. L'heureux absent, comme on l'a appelé, on a dit, ou j'ai entendu dire qu'il était au courant de la fusillade, parce que son épouse, je crois, entretenait des liens avec l'OS. Et bon, il n'est pas venu, il n'a pas parlé. Je vous dis juste ce qu'on me raconte. Et il y a aussi quelques mois, j'apprenais par un proche qui avait reçu un coup de fil qu'un des tueurs du 15 mars était vivant. Et puis boum, l'anonyme a raccroché. C'est pour vous dire qu'il y a encore des passions, même 40 ans après sa mort. Plus. Voilà. Vous savez, dans ma famille, c'est toujours difficile de parler de mon grand-père. À la maison, ça a toujours été difficile. Il y a encore un deuil chez moi. Enfin, chez ma grand-mère, on est encore en deuil. Ma grand-mère habitait le Biard, donc je l'ai eue au téléphone hier. Elle va bien. Alors je voulais lui demander de me raconter quelque chose sur son mari, et puis j'ai renoncé parce que j'avais l'impression que le journaliste que je suis prenait la place du petit-fils et que je cherchais le scoop, l'exclusivité, et ça me gênait beaucoup. J'ai l'impression d'entrer dans l'intimité du couple en demandant ça à ma grand-mère, donc je n'en parlais pas. Ce sujet de Feraoun, d'ailleurs j'appelle mon grand-père Feraoun, ce sujet de Feraoun ne s'aborde pas facilement. Il y a encore dans les yeux de ma grand-mère, je l'imagine encore, je l'ai vu il y a peu de temps, une larme qui n'a pas bougé depuis 40 ans. On voit cette larme et quand on la voit, on préfère se taire. Les yeux, me disait souvent ma grand-mère, il n'y a pas plus important. Les yeux, pour connaître un homme, pour savoir s'il est bon, regarde dans ses yeux. C'est une phrase que je n'oublierai jamais parce qu'elle me l'a répétée souvent quand j'étais petit. Les yeux ne trompent pas, ils disent la vérité. À la maison, à El Biar, les phrases qui portent sur Feraoun ne se demandent pas, elles viennent sans avertir. Au milieu d'une discussion sur n'importe quel sujet, sur Internet, sur tel attentat en Kabylie, sur le couscous, sur les livres très nombreux qu'il y a encore dans les placards. Hier, au téléphone, on a surtout parlé de moi. À chaque fois que j'ai ma grand-mère au téléphone, elle parle de moi, elle me demande de mes nouvelles. Elle me rappelle qu'elle me prenait sur ses genoux, qu'elle me lavait les cheveux avec un produit miracle, raison pour laquelle aujourd'hui j'en ai autant. Elle me parle aussi de ma santé. La santé, il n'y a rien de plus important. Comment ça se passe là-bas, me dit-elle. Pour ma grand-mère, là-bas signifie la France. Elle n'y a jamais mis le pied. Ce pays a tué son homme, elle n'y viendra jamais, c'est comme ça. 40 ans et toujours en deuil. Et puis ma grand-mère me souhaite les plus belles choses du monde, avec cette exaltation propre à la langue kabyle, avec tous les saints protecteurs, Dieu omniprésent, ces grands personnages que je découvrais très petit quand elle me racontait les histoires de la paille qui mange la terre, du feu qui mange la paille, de l'eau qui mange le feu, etc. Ma grand-mère met aussi un peu de mots en français dans ses phrases, car elle sait que je ne comprends pas très bien le kabyle. Je sais que c'est honteux pour un kabyle de ne pas savoir parler kabyle, mais pour me donner bonne conscience, disons que je comprends l'arabe encore moins. C'est mon grand-père qui a appris à ma grand-mère quelques rudiments de français. Ma grand-mère était très près de son œuvre. Mon grand-père puisait son inspiration dans tout ce qu'il voyait autour de lui, et sa femme était sa première muse. Il prenait des notes, faisait des croquis, bien qu'il ne fût jamais très expert en dessin. À mon avis, il avait tout à fait raison de lui apprendre le français. À l'époque, dans cette Algérie française, il s'agissait de combattre l'occupant avec sa propre langue. Si des Camus ou des Sartre, etc., ont rallié la cause de l'indépendance algérienne, c'est bien aussi parce qu'ils découvraient une littérature,
c'est bien parce qu'il découvrait une littérature de renom, des personnages aussi grands, des héros d'histoire, des personnages d'histoire aussi grands que n'importe quel héros de la littérature du monde. Pour mon grand-père, la langue était un moyen d'expression, certes. Il disait d'ailleurs, me rappelait Ali ce matin, son fils aîné, il disait qu'il écrivait pour écrire et qu'il écrivait pour ses enfants d'abord. Donc la langue était un moyen d'expression, certes, mais aussi une arme. Quand Fouroulou, le montagnard, réussit à gravir les marches de l'école, c'est le kabyle qui montre toute son identité, sa puissance, sa volonté et son indépendance. Je suis tombé sur un article de Tahar Djaout qui rapportait les propos d'un enseignant très proche de Feraoun. Et donc cet enseignant disait ça à propos de mon grand-père. « Mouloud venait me réveiller le matin, on buvait du lait de chèvre, puis on partait à l'école. C'était un enfant très doux, très calme. Il ne jouait jamais, même pas durant les récréations. Il allait à l'école pieds nus, quelle que soit la saison. Toujours premier de la classe, il était indétrônable. La seule matière où il ne brillait pas, c'était le dessin. Je l'aidais parfois à faire un dessin et lui m'aidait en calcul. Il était maigriot, très pâle, mais il était tellement fort dans les études que le maître évitait de l'interroger. Admis au CEP en 1925 à l'Arba'in Thalathen, Feraoun et moi avions décroché en 27 la bourse des cours complémentaires. Lui avait la bourse entière parce que son père ne possédait rien. Moi, je n'ai pu avoir qu'une bourse partielle et c'est pourquoi j'ai interrompu les études. Mais si les livres de Feraoun sont écrits en français, ils n'emportent pas moins profondément l'amour de la langue kabyle. Mon grand-père ne s'est pas simplement contenté d'être un témoin du présent d'un peuple, forcément de son passé et de son avenir. Il a intégré tout un palais de matières, de connaissances ethnographiques, historiques, géographiques, sociologiques, psychologiques même, littéraires dans une œuvre complète. Il était curieux de tout. N'a-t-il pas été le premier à transcrire le kabyle, comme me rappelait ma mère ce matin, fabriquant son propre alphabet à l'époque dans les poèmes de Simhand. Il avait toujours un cahier sur lui. Il écrivait à la maison, mais sortait aussi se promener dans le jardin, un stylo à la main. Il écrivait souvent le soir, mais lorsque je lui demandais de m'aider à faire un exercice de maths, par exemple, me raconte ma mère, il posait le stylo immédiatement. Sa famille passait avant tout. À quelques heures de son assassinat, il s'inquiétait encore. Parlant d'Ali, l'aîné des garçons, il disait que tout pouvait arriver et qu'Ali devrait peut-être prendre les rênes de la famille. C'était un homme consciencieux qui roulait joliment le R et avait un petit accent kabyle, sans doute une façon de marquer une espèce de double engagement intellectuel, affirmant à la fois une marque algérienne et un terreau kabyle. Vous pouvez d'ailleurs écouter un de ces enregistrements, pas un de ces, le seul que j'ai pu trouver à l'heure d'aujourd'hui à la Maison de Radio France. Aux archives, il y a un enregistrement de 5 minutes, je crois, sur Feraoun. Il a été enregistré par un journaliste français, je ne sais plus à quelle occasion, et il est libre d'accès. Mon grand-père écrivait beaucoup et ses cahiers que j'ai pu voir ne portent que de rares ratures. À l'époque, il écrivait sur des cahiers et devait en envoyer plusieurs exemplaires aux éditeurs. On n'était pas encore avec l'ordinateur d'aujourd'hui. Ce qu'il faisait, et c'est assez impressionnant parce que dans ces cahiers, dans ces fameuses copies de cahiers, c'était tous des originaux, mais on avait vraiment l'impression que c'était des photocopies. Il écrivait toujours avec le même rythme, la même application. Moi, généralement, quand j'écris, prends mon exemple, mais quand j'écris 10 pages, à la 8e, je commence à fatiguer, j'écris travers. Non, lui, c'était vraiment sur les 3 cahiers, c'est assez impressionnant. Sur la lettre aussi, c'est assez impressionnant. Il avait une application. Je crois d'ailleurs que s'il fallait définir son écriture, je dirais qu'il avait une écriture tranquille. Alors bon, elle était passionnée, très près de la réalité, franche, elle dérangeait pour beaucoup, mais elle était tranquille au sens où il savait prendre le recul nécessaire dans ses jugements, dans son approche du drame algérien. Lorsque lisant un numéro du Moudjahid, il écrit en 56, nous sommes donc, je crois que c'était janvier 56, il écrit dans son journal, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'était à peu près ça, si c'est ça la crème du FLN, pauvres gens, pauvres montagnards, vos ennemis de demain seront pires que ceux d'hier. Il écrivait ça en 56. Lorsqu'il dit toujours en 56 qu'on est en train de tirer les gros marrons pour quelques bourgeois, je crois qu'il ne se trompe pas.
malheureusement. Nous avons vu aujourd'hui ce que la crème du FLN a fait sous de multiples prête-noms. Elle continue de le faire aujourd'hui. De même, lorsqu'il internationalise les poèmes de Simhand et l'affirme comme l'une des références de la culture berbère, il ouvre un grand pan de l'histoire kabyle qui sera repris plus tard par divers auteurs comme Mamri et aujourd'hui même par les plus jeunes. Merci, M. Abtroun. Vous venez d'entendre son petit-fils. On va faire son élève. Il était son élève. Il est universitaire poète, M. Ramadan Mansour. Lorsque j'ai découvert cette école de Mouloud Feraoun à Taoujet Moussa, parce que moi je suis de Tizi Bel, j'allais à Taoujet Moussa, il donnait ses cours à Taoujet Moussa à ses élèves. Moi j'étais de Tizi Bel, mais comme j'étais parent, il m'a accepté parmi ses élèves, ce dont je suis très honoré. D'abord j'ai découvert son école. Mouloud Feraoun, c'était un surdoué. Son école était décorée d'une façon comme on fait actuellement. On n'imagine pas. Là, je comparais mon école de Tizi Bel à la sienne, c'était le jour et la nuit. Il y avait sur les murs des proverbes, des expressions, des dessins, des oiseaux. C'était fabuleux. Ça, je le garde dans mon esprit, j'avais 10 ans. Et l'autre phénomène qui est extraordinaire, c'est que ces cours se déroulaient d'une façon conviviale. On avait l'impression que ce n'était pas le maître et les élèves, c'était l'ami. On était en réunion collective, on discutait pendant la récréation, à l'extérieur, etc. Et même le second instituteur qui s'appelait M. Archiche, le second instituteur participait lui-même. Donc on a créé en quelque sorte un club autour de cette formation. Je pense que mon ami Loutis qui est ici présent ne peut pas me démentir puisqu'il était lui-même là. Alors, je vais vous lire tout de suite, si vous voulez bien, la lettre, cette lettre qu'il a écrite à mon ami Loutis en 1950. Mon ami Loutis était venu en France à cette époque-là et il lui avait envoyé son carnet de notes à Mouloud Feraoun. Regardez justement ce rôle qu'il avait de père vis-à-vis d'un élève qui le quitte, qui part en France. Et bien l'élève est tellement attaché à lui qui lui envoie son carnet de notes. Et je vais vous montrer la réponse. Tu l'as, la lettre? Tu veux la lire? Tu veux la lire? D'accord. Alors, le 27 janvier 1950, mon cher Loutis, je suis très content de ton bulletin de notes. Il doit être le meilleur de tous, parce que Manser et Rahmouni sont mal classés. Ce sont 2 autres camarades. Quant à la Djedj, il a eu, je crois, une mauvaise note en conduite, mais lui au moins, il a bien travaillé partout ailleurs. Je pense que tu pourras améliorer tes notes d'atelier et de technologie le prochain trimestre. Du reste, comme cela, c'est déjà parfait. J'espère que tu fais bonne figure dans ta classe et que les professeurs t'estiment comme bon élève. Il n'y a qu'à continuer, j'en serai toujours content. Il ne faut pas devenir nostalgique et trop penser à nous. N'oubliez pas que lui était en France et Mouloud Feraoun était à Taourit Moussa à cette époque-là. Il ne faut pas devenir nostalgique et trop penser à nous. Tu sais bien que notre situation n'est pas brillante au pays. Chaque fois que tu seras tenté de trop penser au pays, essaye de te rappeler les mauvais jours et apprécie les avantages de ta nouvelle situation. Il faut aussi du courage partout où l'on se trouve, car dans la vie, il n'y a que les courageux qui réussissent. Il faut d'autres qualités aussi, je sais, quelquefois des défauts, mais le courage en est la première. Il ne faut pas te laisser aller. Ce n'est pas bon. Moi, je compte sur toi. Ton frère travaille bien. Il n'est pas malheureux. Il est bien vêtu grâce à ta belle-sœur, m'a-t-il dit. J'ouvre une parenthèse et je me permets de dire que mon ami Loutis et son frère étaient orphelins à l'époque. Grâce à ta belle-sœur, m'a-t-il dit. Ne te fais pas de mauvais sang.
Chez moi, cela va bien également. Les enfants et ma femme ne t'oublient pas. Il se peut que tu me vois à Paris avec Gigi et Ali. Ce sont ses enfants à Feraoun. Présente mes meilleurs vœux à ta belle-sœur. Je ferai sa connaissance, ne serait-ce que pour la remercier de s'occuper si bien de toi. Regardez comment vraiment il prend soin de son élève. Tous mes souhaits pour ma nouvelle année, mon cher Lotis. Voilà donc ce document absolument exceptionnel et j'espère qu'il paraîtra dans la nouvelle édition de Lettres à des amis lorsque ce livre sera remis à jour. Alors, autre anecdote, donc je vous ai raconté cette anecdote de Feraoun quand j'avais 10 ans et j'ai eu la joie, j'ai eu le plaisir, plutôt le privilège de rencontrer Feraoun quand j'étais adolescent et de passer quelques jours avec lui à l'Arvana Thierten, Fort National, quand il était directeur du CEM de Fort National. C'était en pleine guerre, donc dans les années, je crois que c'était en 56-57, par là. Il y avait en permanence des attentats, des morts, il y avait l'armée à Fort National, il y avait une garnison. Et Mouloud Feraoun m'a raconté plein de choses, donc je vous ai juste retenir, vous en raconter une. Il m'a montré le journal qu'il était en train d'écrire et il m'a lu quelques parties de ce journal sur ces cahiers d'écolier dont parlait Samy tout à l'heure. Il m'a lu quelque chose et puis il m'a dit, tu vois ce journal, je le cache là. Il m'a montré où est-ce qu'il le cachait. Il le cachait dans un placard, dans son bureau, tout à fait en haut, à un endroit où il y avait des vieux papiers. Il m'a dit, pourquoi je le cache là? Il m'a dit, le chef de garnison, parce que lui, c'était une autorité à l'Arvana Thierten, donc il avait l'occasion de rencontrer les responsables militaires français. Il m'a dit, le chef de garnison m'a dit, est-ce que tu es en train d'écrire? Parce qu'on se méfiait de lui comme témoin sur ce qui se passait, parce qu'il y avait une répression terrible, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, ça a apparu dans le journal, cette répression. Il m'a dit, je lui ai dit non, non, je n'écris pas. Il dit, je ne veux pas écrire comme ça, à chaud. Je préfère laisser passer les événements et écrire plus tard. Il m'a dit, mais je me méfie quand même. S'ils viennent chez moi, ils vont détruire mes manuscrits. Voilà le second témoignage que je voulais vous apporter. Et la troisième chose, pour terminer mon intervention, parce que je ne voulais pas être très long, Mohamed Barache m'a présenté comme poète, donc je ne pouvais pas ne pas faire un poème. Et c'est un poème en mazir, naturellement. Et c'est un poème dans lequel j'ai voulu rendre hommage à Madame Feraoun, qui est une femme extraordinaire. Tout à l'heure, quand Samy en parlait, je dois vous l'avouer, j'avais les larmes aux yeux parce que je suis très attaché à cette dame. Parce que très souvent, les grands hommes, derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, je vais vous le lire, ce poème, c'est Mazir. J'espère que le son parviendra. J'essaierai de lire lentement pour que tout le monde puisse le suivre. Je voudrais vous dire aussi, avant de le lire, c'est que Feraoun, c'est un nom qui lui a été donné, comme d'autres noms en Kabylie, par la colonisation, que son vrai nom, c'est Ath-Shavan. Ath-Shavan. Donc, c'est le Mouloud Ath-Shavan, son vrai nom. Donc, le poème commence comme ça. أدى المولود الشعبان أدى المولود الشعبان فرعون يكسمان أمجي اللي ذي مزورة سبحان الله كيف كان سبحان الله كيف كان النور يزفكان ثموسني نيك العملا يدوك الجلسة صيدان دزموم يا ملحان أسكود المحننا هذا شهذن وذي في شفان نيف ذا الميزان إثراميف وغور وشقان أيوخيس إذا غملان أسالو مزديان يسكمان انتفرران ثثوث
ثوثي تربي نوسان ثقوج ورثكسان يسميه ذك مزروي انت وحق تجلا قبل اللوان وحق تجلا قبل اللوان فكراسي حلفان الفلاح تجرح تسام هيا ثربي نيان صبرث ويدي قران إليث ذنا ذهبية